Canada. L'opération a donc nécessité plusieurs heures d'entraînement. Beaucoup de travail de coordination. 3 corps policiers forment l'escouade anti-émeute. La Sûreté du Québec, la Police municipale de Québec et la GRC. Le sergent Hugh Stewart, surnommé Sgt. Pepper, qui avait poivré des manifestants à Vancouver il y a 3 ans, va diriger un des pelotons de la GRC. Et pendant ce temps-là, dans la vieille capitale, des graffitis surgissent partout, annonciateurs d'une semaine orageuse. Paul Larocque nous montre Québec à 16 jours du sommet. C'est extrême, en tout cas, c'est sûr. C'est grave, là. Avez-vous vu ça? Eh bien oui, le visage de Québec change déjà et devient plus sévère, plus tendu. Agressifs, les slogans dans le choix des mots. Une tension que les quelques fleurs installées ici et là ne réussissent pas à cacher. Ici, un peu de couleur locale. Là, encore des propos cinglants. Mur de la honte, mur de Berlin, c'est un des thèmes qui revient souvent. Régent Lemoine, bonjour. Bonjour, M. Larocque. Chroniqueur urbain, Régent Lemoine fait un constat. La semaine prochaine à Québec, il va y avoir entre 5 000 et 6 000 policiers. Ça veut dire qu'il va y avoir dans le Vieux-Québec plus de gens armés que lors de la bataille des Plaines d'Abraham en 1759. La police et les manifestants se renvoient la balle, dit-il. L'engrenage de la violence est commencé. Lui pense que la ville aurait dû carrément annuler le sommet il y a déjà 6 mois. Il y a eu Seattle, il y a eu Washington, et quand il y a eu Prague l'été passé, il était très clair que les autorités de la ville de Québec auraient dû décliner l'invitation et demander qu'on annule le sommet parce qu'il était encore, à ce moment-là, temps d'arrêter, je pense, cette dilapidation du Vieux-Québec. C'est à refaire, est-ce qu'on vraiment, on serait aussi enthousiaste pour poser une candidature, c'est ça que j'ai indiqué. Mais trop tard pour reculer, dit Jean-Paul Lallier, qui fait le pari qu'en offrant le perron de son hôtel de ville pour permettre aux manifestants de s'exprimer, cela fera baisser la pression. Le maire de Seattle nous avait dit, faites pas ce qu'on a fait. J'ai suivi son conseil, on ne fait pas ce qu'ils ont fait. On a plus de sécurité qu'ils en avaient. On a des lieux d'expression publics pour le public, sans filtre ou quoi que ce soit. Entre-temps, Québec se prépare toujours au pire. Même la clôture se fait déjà plus pointue, plus piquante, plus repoussante. Je sais qu'il va y avoir de la merde, mais ça fait juste inciter en disant avoir de la merde, puis il va y avoir des clôtures, puis ça dit, ben, passer par-dessus. Champlain, le fondateur, doit bien se demander ce qui arrive au juste avec sa ville ces jours-ci. Le visage de Québec, ville patrimoine mondial, est de plus en plus dénaturé. Et le pire, c'est que les participants au sommet n'y verront rien, ou presque. Ils vivront en assiégés à cause des manifestations. Plusieurs demandent donc à quoi bon juste ces sommets, surtout dans une ville comme celle-ci. Ici Paul Larocque, TVA, à Québec. Alors, depuis 1989, le Canada a signé 3 traités de libre-échange. D'abord avec les États-Unis, puis avec le Mexique et enfin le Chili. Et plus on en signe, moins il y a d'opposants. Même Jean Chrétien qui s'y opposait fermement. La récupération des postes d'attente aux hôtels, aux grands hôtels du centre-ville de Montréal et aussi de l'aéroport de Dorval. Il faut se rappeler qu'à l'époque, il y avait un seul aéroport, c'était Dorval. Il faut savoir qu'il y avait un monopole qui était effectué par la compagnie Murray qui avait le droit exclusif de prendre les passagers au sortir des hôtels. C'était un climat, c'était assez explosif. Le 7 octobre 1969, les policiers de Montréal déclenchent une grève générale et refusent de se présenter au travail. Seule la Sûreté du Québec demeure en service. Lucien Saunier, le président du Conseil exécutif de Montréal, invite les gens à garder leur calme et à rester chez eux. Les citoyens, eux, ne doivent pas être pris de panique. Ils doivent veiller à leur sécurité et à la protection de leurs biens dans toute la mesure du possible. Et je conseille à tous et à chacun de regagner sa demeure après les heures de travail et d'être vigilant et calme. La police de la Ville de Montréal a décrété une grève de 24 heures. On se dit, bon, c'est le moment, on ne sera pas empêché par la police, on va s'approcher. On va essayer d'aller bloquer le garage pour empêcher les limousines et les autobus de sortir. Alors, ça s'est fait assez rapidement à travers les radios que possède chaque chauffeur de taxi. Donc, il y a eu des mots d'ordre qui ont été lancés, les chauffeurs de taxi se rassemblent. Et puis, comme on était assez près des mouvements étudiants de l'époque, alors il y a eu des étudiants qui ont voulu participer à ça. Et on s'est ramassé, à ce coup général, il y avait plusieurs centaines, et peut-être quelques milliers de personnes devant les garages sur la rue Barré de la Murray. À leur arrivée devant la Murray Hill, les chauffeurs de taxi se butent à des grilles fermées. Sur le toit des garages, des gardes armés
pointent leurs armes sur eux. C'était donc une radicalisation, si on peut dire, du mouvement nationaliste vers des tendances plus sociales. Et à l'occasion donc de la Murray Hill, ça s'est manifesté également. Donc, à toutes les fois que se produisait une manifestation comme ça, il y a eu des étudiants, des sympathisants, des nationalistes, des dirigeants politiques qui montaient appuyer les luttes des travailleurs. Donc, il y avait vraiment une jonction qui s'opérait entre le mouvement plus nationaliste et le mouvement social. En apprenant qu'une manifestation vient de débuter au centre-ville, des centaines de personnes accourent pour assister à l'événement. Rapidement, la manifestation s'envenime. Des cocktails Molotov sont lancés sur les murs de la compagnie. Peu après, les chauffeurs de taxi s'attaquent à 4 autobus. Ils y mettent le feu et poussent un des autobus en flammes contre la porte du garage de la compagnie. Postés sur le toit de la Murray Hill, des gardes armés répliquent en tirant des coups de feu au-dessus des manifestants. On voyait distinctement qu'il y avait des gens postés sur le toit de la Murray Hill. Il y avait des spots, je pense, qui avaient été installés, tout ça. Et là, il y avait des gens qui étaient postés et qui tiraient avec des fusils. Et les gens disaient, non, ça se peut pas qu'ils nous tirent dessus. Il paraît que c'est des cartouches de gros sel, c'est pas plus grave que ça, sauvez-vous pas. Alors, on a encouragé les troupes comme ça, en croyant que c'était vraiment la vérité, jusqu'au moment où moi, j'ai été atteint. Moi, j'ai été tiré de devant, dans les jambes, à partir des genoux. Et Carbonneau, il était atteint, je pense, des épaules jusqu'aux chevilles. Lui, il était atteint totalement. Un autre manifestant est atteint de plein fouet par les tireurs de la Murray Hill. Il meurt quelques heures plus tard à l'hôpital Royal Victoria. Nous en avons tué un seul, et ce seul manifestant-là était un caporal de la Sûreté du Québec qui s'appelait Dumas. Alors, il faudrait savoir, dans chacune des émeutes, jusqu'à quel point ils sont spontanés et jusqu'à quel point ils peuvent être causés par des provocateurs qui peuvent être des policiers. Au plus fort de la manifestation, seulement 8 policiers de la Sûreté du Québec sont sur place pour contrer l'attaque des 200 manifestants. La brigade anti-émeute est appelée en renfort et à 22 heures, des agents casqués et lourdement armés prennent position. Cette manifestation de la Murray Hill aura fait 21 blessés graves ainsi que des dommages évalués à plus de 2 millions de dollars. Le décès du caporal Dumas donnera lieu à une enquête, mais celle-ci ne conduira à aucune accusation. Dans la nuit du 8 octobre, à la demande du ministre de la Justice Rémi Paul, les soldats du 22e régiment de Valcartier débarquent à Montréal. 4 heures plus tard, l'ordre est rétabli. Un mois plus tard, le 12 novembre 1969, Montréal adopte un règlement qui confère aux autorités municipales le pouvoir de recourir à des mesures exceptionnelles pour prévenir les émeutes. De plus, ce règlement stipule qu'il est désormais interdit de tenir une assemblée, de défiler ou de s'attrouper sur la place publique. En 1971, à l'occasion d'un conflit de travail qui s'éternise au journal La Presse, les leaders syndicaux Marcel Pépin, Yvon Charbonneau et Louis Laberge décident de défier cette loi anti-manif. Le tout se terminera de façon dramatique. Il y aura des démonstrations quand que Power Corporation ne traitera pas de façon humaine les gars de la presse. Alors, finalement, les gens ont décidé qu'ils feraient une manif. Une manif d'appui au typographe, puis une manif de dénonciation de Paul Desmarais et des propriétaires de la presse. Et M. Drapeau a décidé qu'il n'y aurait pas de manif, ou s'il y en avait une, elle ne viendra pas devant la presse. Alors, évidemment, une grève de la presse, pas de manif devant la presse, ça ne tenait pas debout. Les gens ont dit, on va marcher pareil, et à peu près personne, 99% des gens qui étaient dans cette marche-là, moi compris, il ne nous est pas venu à l'idée que si on était 4000, qu'on se serrait les coudes, qu'on ne pourrait pas se rendre devant la presse. Et évidemment, personne n'avait l'idée de casser la presse, hein, c'était nos emplois. Personne ne l'a fait de demande. Mais quand on est arrivé devant l'hôpital Saint-Luc, à Montréal, c'est-à-dire sur la rue Saint-Denis, au coin de boulevard l'évêque, qui s'appelait Dorchester à l'époque, des policiers casqués avec matraque nous attendaient. L'affrontement débute
quand les 3 dirigeants syndicaux décident de traverser la barrière érigée par les policiers entre les manifestants et l'édifice du journal La Presse. Yvon Charbonneau, qui est à la tête de la CEQ, est le premier qui tente de la franchir. Il reçoit immédiatement un coup de matraque au visage. Louis Laberge, qui le suit, se fait frapper à son tour. Il n'en faut pas plus pour que les manifestants prennent d'assaut la barrière. Les roches ont commencé à voler de part et d'autre. Finalement, les policiers ont sonné la charge et puis ont attaqué les manifestants qui étaient virtuellement sans défense parce que les gens s'en allaient, comme Laberge l'avait demandé, on va manifester dans la dignité. Mais c'était pas ça vraiment ce qui s'est produit et là, l'émeute a commencé. C'était vraiment une vision d'enfer parce qu'avec le mouvement de foule, ça courait en tous sens. Et puis, il y en a qui avançaient, il y en a d'autres qui reculaient, ça se tombait, ça se piétinait. Et les policiers, ils jouaient de la matraque avec assurance. Lorsqu'on essaie de refouler une masse qui est en expansion comme ça, c'est dangereux. En d'autres termes, c'est quand les policiers chargent pour essayer de faire reculer une masse comme ça. Là, il peut y avoir des mouvements de panique parce que la masse a une tendance à avancer. Elle n'a pas une tendance à reculer. Quand on refoule, on est obligé de faire un mur. Là, la masse recule. Il peut y avoir des gens qui sont piétinés. C'est dans ce temps-là, effectivement, qu'il peut y avoir de la panique. J'ai reçu 3 à 4 coups de matraque dans le dos, je me souviens. Je suis tombé, mais juste devant moi, quelqu'un est tombé. Alors, je suis tombé par-dessus. Il y a 2 personnes qui me sont tombées dessus. Ça tombait, les gens tombaient par centaines. Ça tombait comme des mouches partout. Il y en a d'autres qui ont battu tous les records qu'ils ne étaient pas capables de faire. Moi, je me rappelle d'une chroniqueuse bien connue, Lisiane Gagnon, qui me donnait la main ce soir-là. Et moi, eh bien, nous avons, au coin de Vigée et Saint-Denis, il y avait, à l'époque, un terrain de stationnement qui n'existe plus, il y avait des chaînes pas mal hautes. Ni elle, ni moi n'avions jamais fait de saut en hauteur. Bien, ce soir-là, on a sauté toutes les chaînes, et le policier en moteur, lui, il n'a pas pu passer à cause de la chaîne, on était bien contents. Et nous sommes rentrés chez nous en longeant les rues comme au temps de la guerre. Les manifestants, pour leur part, saccagent tout ce qui leur tombe sous la main. De nombreuses vitrines volent en éclairs rue Saint-Denis, Berry, Saint-Hubert, Sherbrooke, Bleury et Sainte-Catherine. 2 autobus sont considérablement endommagés. Toutes les vitres du Palais du Commerce sont fracassées et les bouches du métro Berry de Montigny sont littéralement saccagées. L'émeute fera 1 mort et 340 blessés, dont 84 policiers. 60 personnes seront arrêtées. Quand un régime réprime brutalement les manifestations, il se disqualifie. On dit qu'on juge un régime par la manière dont il traite son opposition. Ils ont longuement fait la preuve que, effectivement, il y avait eu dans l'action policière des exagérations. Ils ont un peu comme des anarchistes, là, fait par l'absurde la preuve qu'il y avait eu une absence de démocratie, au fond, un désir d'étouffer les manifestants, de les empêcher de s'exprimer. En 1982, le règlement anti-manifestation est abrogé. Désormais, la Charte canadienne des droits et libertés garantit la liberté de réunion pacifique. C'est certain que personne ne voulait d'une émeute, mais s'il n'y avait pas eu, à cette époque, ce genre de revendication populaire, bien, on n'en serait pas là aujourd'hui. Le Rocket frappe le juge de ligne en plein visage et est alors expulsé du match. Deux jours plus tard, Clarence Campbell, le président de la Ligue nationale de hockey, suspend Maurice Richard pour les 2 derniers matchs de la saison, ainsi que pour toute la durée des séries éliminatoires. La suspension pour l'ensemble des séries éliminatoires était probablement excessive. Les séries éliminatoires font l'objet d'un traitement particulier. Si l'incident se produit pendant les séries, on peut le suspendre pendant les séries, mais on essaie de jamais mélanger saison régulière et séries éliminatoires. Dans ce cas-là, Richard a été suspendu pour la fin de la saison et pour les séries éliminatoires. Je pense que c'est ça qui a été le plus durement ressenti par les partisans, parce que c'est évident que
le geste avait pour but d'enlever la Coupe Stanley aux Canadiens. 4 jours après la suspension du Rocket, Clarence Campbell se présente à la porte du Forum de Montréal pour assister au match opposant les Red Wings de Détroit aux Canadiens. Le soir de l'émeute, la police de Montréal, le directeur de la police de Montréal, ainsi que la maire, Jean Drapeau, je me souviens bien, avait recommandé à Clarence Campbell de ne pas prendre de place à son siège habituel et c'est sa présence qui a provoqué l'émeute. C'est évident que c'était une opposition très, très directe. D'une part, Maurice Richard, qui était le héros des francophones, puis d'autre part, Clarence Campbell, qui représentait à la fois l'espèce d'exploitants canadiens anglais, si on peut utiliser un langage nationaliste. C'était tous les éléments anglophones qui contrôlaient le hockey professionnel. Le Canadien était vraiment le symbole des francophones québécois. Bon, Maurice Richard étant le capitaine de l'équipe, étant le meilleur joueur, c'était le symbole par excellence. Mais c'était le Canadien contre l'ensemble des autres équipes anglophones. Toronto, bien sûr, mais aussi 4 autres équipes américaines. Au milieu de la première période, le président Campbell va prendre place à son siège réservé. On lui a lancé toutes sortes d'objets, donc des bouteilles, toutes sortes de choses. Puis, à un certain moment, il y a un amateur qui s'est approché et puis il l'a giflé en plein visage. Et ensuite, une bombe lacrymogène devait éclater. Et c'est là que Clarence Campbell s'est réfugié dans l'infirmerie du soir. Quelques minutes après cet incident, il quitte alors le forum et pour des raisons de sécurité, la partie est annulée. En sortant du forum, les supporters de Maurice Richard laissent libre cours à leur colère en s'en prenant aux boutiques de la rue Sainte-Catherine. Des bouteilles, des cailloux, des verres et des morceaux de glace s'écrasent sur la façade du forum. Les policiers tentent, tant bien que mal, de maîtriser les 20 000 manifestants. Mais les émeutiers se déplacent alors vers l'est, rue Sainte-Catherine, brisant tout sur leur passage. Le lendemain, un conseiller municipal demande la démission de Clarence Campbell. On impute à ce dernier la responsabilité de l'émeute. Maurice Richard, pour sa part, tentera de calmer les partisans. Il les incitera à continuer d'encourager les Canadiens, mais leur demandera de respecter l'ordre. Le réveil nationaliste a commencé par l'émeute du Forum et la défense de Maurice Richard, qui est encore aujourd'hui 75 ans, une idole nationale. Je veux dire, il n'y a eu aucun joueur de hockey, mais c'est pas rien qu'un phénomène de hockey. Hein. Maurice Richard se serait appelé Eric Richard, et puis ça n'aurait pas eu le poids que Maurice avait comme symbole de réussite francophone. Puis là, cette réussite-là était coupée par un nommé Clarence Campbell, anglophone, unilingue. Les Canadiens français ne l'ont pas pris. Et, c'est vraiment une émeute nationaliste, celle-là. Un an plus tard, la fièvre du hockey va provoquer une autre émeute à Montréal. Elle se produira le 25 mai 1986. Ce soir-là, le Canadien remporte à Calgary la 23e Coupe Stanley de son histoire. Aussitôt, le centre-ville de Montréal est envahi par 6 000 sympathisants survoltés. Il y avait un service d'ordre de préparer, mais on ne s'attendait pas à du grabuge. Mais ça, c'est au niveau du centre-ville, personne ne s'attendait à ça. Une réunion d'urgence est aussitôt convoquée à la police de la CUM et une stratégie d'intervention est décidée à la hâte. Au centre-ville, la foule est de plus en plus nombreuse. Des feux de joie sont allumés. Les commerçants inquiets exigent la présence de policiers pour rétablir l'ordre. Pour beaucoup de sociologues, de psychologues,
le phénomène sportif est une sorte d'exutoire. C'est une occasion pour les spectateurs, pour les individus, de laisser sortir d'une certaine façon leur pulsion violente, leur pulsion vraiment pour la violence, mais aussi pour les débordements de toutes sortes. De nombreux supporters, de plus en plus ivres, se mettent à briser les vitrines et à saccager les véhicules stationnés aux alentours. Et si vous prenez les émeutes du Forum, il y a un autre aspect à ça, c'est que la rue Sainte-Catherine n'est pas large. OK? Alors, à partir du moment où les gens descendaient du Forum, par exemple, vers l'est, c'est certain qu'ils peuvent amener bien des gens qui étaient des spectateurs de l'émeute à suivre le parcours. À partir du moment où on a l'impression que la ville nous appartient, que la rue nous appartient, qu'on peut faire ce qu'on veut, tout ce qu'on a toujours voulu faire tout à fait inconsciemment, on peut le faire, puis personne ne va être là pour nous pénaliser. À ce moment-là, ça peut devenir très facile de le faire, ça peut devenir très tentant. À 1h30 du matin, le quadrilatère formé par les rues Atwater, Saint-Denis, Dorchester et Sherbrooke est complètement paralysé par la marée humaine et les voitures coincées dans les embouteillages. C'est très impressionnant. C'est même, à un certain moment donné, c'est stressant. Puis, moi, je peux dire que tous les policiers qui sont là, on connaît la peur. Moi, j'ai peur. Et puis, parce qu'on ne sait jamais comment ça va aller. Oui, on est organisé pour faire face à ça. Mais tu peux avoir tous les scénarios possibles. Il s'agit d'un élément déclencheur, puis à un moment donné, tu vas perdre le contrôle pendant un certain temps d'une situation. Puis c'est ce que les policiers, dans un sens, appréhendent le plus. La peur que ça dégénère. Pas la peur de se faire blesser, non, mais la peur que ça dégénère. 2 heures environ après le début des troubles, les 125 policiers disponibles, aidés de la brigade anti-émeute, interviennent finalement pour mettre fin à l'émeute. Les dégâts seront estimés à plus d'1 million de dollars. Les autorités policières reconnaîtront dès le lendemain que cette émeute les a totalement pris au dépourvu. Dans les années 60 et 70, il y a eu plus d'émeutes qu'aujourd'hui, on peut dire, plus de manifs. Tout ça fait partie du fait que comme il n'y avait pas de crise économique comme aujourd'hui, les gens étaient peut-être un peu plus militants, les syndicats aussi. Aujourd'hui, on lutte pour sauver des jobs. Dans ce temps-là, on luttait pour de meilleurs salaires. Et il y a eu plusieurs émeutes ou enfin affrontements avec les policiers. L'émeute de 93, l'émeute du Forum, comme on dit, de la Coupe Stanley, pour la confondre avec celle de Maurice Richard beaucoup avant. Ça, c'était vraiment une émeute typique de non-planification policière et d'une foule en délire. Celle-là, là, elle n'a aucune justification. Il y a eu des émeutes, des fois, qui étaient provoquées par des manifestants politiques, des grèves, ça. C'est des émeutes que j'appellerais de punk, des émeutes de gens qui prennent un verre de trop, des émeutes de sortie de bar, de discothèque ou de n'importe quoi. Des émeutes presque incontrôlables parce que c'est des émeutes de folie et non des émeutes idéologiques.